Bienvenue dans le monde de la cobotique juridique ou l'intelligence artificielle générative dans le monde du droit. Je vous propose, après la première vidéo, problématiques et solutions, la seconde vidéo, comment faire une invite juridique qui permet d'atteindre sur la première invite 20% du livrable, une assignation à un contrat, un mémorandum, et sur 6 à 9 invites dans le dialogue, un livrable à 80%. D'examiner maintenant comment on évite les malfaçons et surtout comment on les corrige. Dans cette approche générale, en préambule, les enjeux. Le monde de demain n'est pas un monde de conflit entre des humains et des intelligences artificielles génératives ou des robots. Le monde de demain, c'est des juristes, des avocats, des intellectuels en mode classique, car c'est vrai pour toutes les créations intellectuelles, et des avocats, des juristes, des intellectuels augmentés. Les défis, c'est les familles de malfaçons. L'actualité a un déploiement général et les tendances, ce n'est pas que la production par des intelligences artificielles de texte, c'est aussi des images, des vidéos, des musiques. Il est important de comprendre que les intelligences artificielles génératives ne sont pas des outils, mais des machines-outils. Et qu'on est en présence d'une révolution, la troisième révolution après la révolution informatique, dématérialisation des supports, et la révolution Internet, dématérialisation des relations. Le monde de demain, c'est une chance pour l'humanité, c'est la totalité des connaissances des civilisations passées et présentes, dans de très nombreux cas, gratuitement, en temps réel. La démarche, c'est de comprendre comment on interagit avec un grand modèle de langage. Ensuite, comment on est en adéquation dans les questions et dans les réponses. Après, comment maîtriser la précision du vocabulaire afin de minimiser les défauts ou les malfaçons. Le plan est le suivant de cette vidéo. Les malfaçons avec une typologie et les principes qui causent ces malfaçons. Ensuite, comment les éviter? Quelles sont les orientations, modalités et illustrations pour réduire les malfaçons? Ensuite, lorsqu'elles sont présentes, comment les éliminer? Et enfin, je vous indiquerai quelques bonnes pratiques, mon savoir-faire en termes de problématiques et de solutions, car la maîtrise du dialogue avec les intelligences artificielles génératives n'est pas une science, mais un art. Les familles de malfaçons, elles sont nombreuses. Des erreurs de contenu, de calcul, de logique, de lecture, un effet perroquet, et puis des réponses approximatives. Très souvent, de la paresse, un grand mot. C'est tout simplement que vous faites une demande et elle ne l'exécute pas. Exemple, peux-tu me faire un contrat avec les annexes? Et elle fait le contrat et dans les annexes, elle ne fait que la liste des annexes. Il y a aussi des biais, des hallucinations, des pertes de mémoire. Si vous avez trop de questions et trop de réponses, elle risque de ne pas avoir en tête la première question et la première réponse. Et puis, des réponses, des références fictives. Regardons la notion d'effet perroquet. Ce n'est pas uniquement une problématique d'effet perroquet. Mais il y a bien des effets perroquets. Moins on est compétent et plus la qualité est élevée. Bien sûr, parce que si vous n'êtes pas très compétent par rapport au domaine, vous êtes dans l'impossibilité de voir les défauts et les malfaçons. Et vous avez tendance à considérer que la réponse, elle est exacte. Deuxième élément du paradoxe et de l'effet perroquet, c'est que plus on est compétent et plus on voit les difficultés, mais plus on peut améliorer de questions en réponse le livrable final pour passer du premier seuil mythique de 20% au seuil mythique de 80%. Examinons cette situation. Les réponses données par un grand modèle de langage ne sont ni vraies ni faux. C'est un mot après l'autre, en fait un token, des bouts de mots les uns à la suite des autres. Et donc, la notion de vrai et de faux renvoie à un référentiel qui est l'humain qui utilise le système. Elle n'a ni logique, ni raisonnement. On peut obtenir des réponses logiques, on peut obtenir un raisonnement, mais c'est toujours techniquement un mot après l'autre. Elle n'a aucune référence, ni aucune source, elle n'a pas de stabilité, mais pas d'arbitraire non plus, et elle ne répond à aucune question, et elle ne donne aucune réponse, bien évidemment. Puisque c'est toujours un mot après l'autre, c'est l'humain qui charge le premier message en disant que c'est une question et qui charge de la même manière sur le plan intellectuel qu'il obtient une réponse. Exemple,
Tu es un spécialiste des technologies d'IA. Certains disent que ChatGPT n'est qu'un simple perroquet. Que peux-tu répondre à cette accusation? Eh bien, la réponse est la suivante. Elle dit « La critique selon laquelle ChatGPT n'est qu'un simple perroquet soulève un point intéressant sur la nature des modèles de langage basés sur l'IA. » Je vous ai recopié les réponses, je n'ai rien changé pour faciliter la lecture. Voici quelques arguments pour répondre à cette accusation. Compréhension contextuelle, ChatGPT est capable de comprendre le contexte et de générer des réponses adaptées en fonction des informations précédentes dans une conversation. C'est vrai. Un perroquet, en revanche, répète simplement des mots ou des phrases sans compréhension. Génération créative. Contrairement à un perroquet, ChatGPT peut générer du contenu original et créatif. C'est vrai. C'est vrai, regardez dans le livre que j'ai écrit, ChatGPT pour les professionnels du droit, je lui ai demandé de bien vouloir faire 19 chapitres avec 4 thèmes, une illustration. Ce livre n'avait été écrit par personne, ni en langue française, ni en anglaise. Et elle a fait un sommaire en 19 thèmes que j'ai publiés, équivalent au mien. Elle n'a pas répété. Continuons sa réponse. Il peut rédiger des essais, proposer des idées, fournir des solutions à des problèmes complexes en se basant sur un vaste ensemble de données et de connaissances. Mais oui, quasiment toutes les connaissances publiques qui se trouvent sur l'Internet. Capacité d'adaptation. ChatGPT peut s'adapter, peut adapter ses réponses en fonction des informations supplémentaires fournies par l'utilisateur. C'est ces fameux pas à pas, question après question. Seuil après seuil. Il peut ajuster son ton, son style et son contenu en fonction des besoins spécifiques de la conversation. Je vous avais indiqué dans la seconde vidéo que le prompt d'or, je vais le reprendre, qui permet d'atteindre les seuils de 20 et après de 80%, suppose un dialogue ajusté avec le grand modèle de langage, un accès à des connaissances étendues, un traitement linguistique avancé. Tout cela est vrai. Cela implique une compréhension syntaxique, sémantique, pragmatique, bien plus sophistiquée que la simple imitation. Elle a raison de dire ça. Une interaction dynamique. Et puis, une réserve. Cependant, il est important de noter que ChatGPT, comme tous les modèles de langage actuels, a ses limites. Il ne possède pas de compréhension profonde ou de conscience. Et ses réponses sont basées sur des patterns appris à partir des données d'entraînement. Bien qu'il puisse sembler intelligent, il s'agit en réalité d'un système sophistiqué de traitement du texte sans véritable compréhension ou intention. Et donc, dans ce mode dialogue, attention à la projection d'un humain qui pense avoir un humain en face. En résumé, bien que ChatGPT puisse être perçu comme un perroquet sophistiqué, à certains égards, ses capacités de traitement et de génération de langage vont bien au-delà de la simple répétition, offrant des réponses contextuellement pertinentes et créatives, et j'ajoute, dans un délai de quelques secondes. Un autre exemple. Tu es un professeur de droit qui recherche une jurisprudence de la Cour de cassation assemblée plénière sur la protection des logiciels. As-tu une jurisprudence? Bien sûr, je peux vous fournir des informations générales sur la jurisprudence relative à la protection des logiciels. Je passe, vous pouvez faire mettre en pause, mais la réponse n'est pas exacte. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, entrons dans le vif du sujet. Comment on évite d'abord les malfaçons? Eh bien, par une invite structurée. D'abord le périmètre géographique, ensuite le périmètre historique, la persona, c'est-à-dire le rôle que vous donnez à l'intelligence artificielle génératrice, l'audience, à qui le document, vous allez préciser les types, est fait pour une direction générale, pour des étudiants. L'objet, c'est le cœur de la future question et la qualité de la réponse attendue. Le style, avec toutes les formes de style que vous voulez, et les formes. Même si c'est un mémorandum, on n'a pas forcément tous la même forme. Vous voulez une synthèse au début, une synthèse à la fin, des schémas, des paragraphes numérotés ou non numérotés, une forme particulière. Avec cette invite, en moyenne, vous obtiendrez 20% du résultat. Et ensuite, avec des invites d'amélioration et d'optimisation, vous allez atteindre un seuil de 70% pour terminer à 80%. Et 80% en quelques secondes, 200, 300, 500 secondes. Alors que si vous comparez le travail effectué par un autre humain travaillant de manière classique, en 500 secondes, il n'a rien fait. Et si vous avez 80% du travail déjà fait de qualité, il vous reste quasiment 100% du temps pour passer à 100% du livrable. Cette collaboration, une invite, 20%, c'est le seuil de crédibilité. Ensuite, l'amélioration, 50%, 2-3 invités. J'ai détaillé ce processus dans la vidéo 1 et 2. L'optimisation, 70%. C'est là que va intervenir votre propre compétence sur le domaine. Et c'est à ce moment-là que vous allez faire monter en compétence la qualité de la réponse.
réponse. Et enfin, on va affiner, comme pour une pièce sur une ligne robotisée physique, on va éliminer les malfaçons. Et il vous restera, pour les compléments manuels, 20% à faire dans quasiment 100% du temps disponible. La trajectoire. Si vous demandez un contrat SaaS, aujourd'hui, service d'informatique en nuage, vous allez demander les articles et les annexes. Une fois que vous avez eu cette démarche horizontale, vous allez reprendre chacun des articles et vous allez les détailler. Ensuite, vous allez présenter l'analyse des annexes et vous allez demander de les compléter. Vous allez peut-être décider un zoom sur la clause responsabilité des préjudices et puis vous allez demander des explications par rapport aux options proposées. L'intérêt de procéder de cette manière, c'est que à chaque fois, vous allez suivre une verticale, puis ensuite une horizontale. Et ce n'est qu'à la fin que vous allez tout mettre dans un seul document. Donc, ce que vous avez intérêt, c'est de faire le contrat SaaS, puis ensuite d'aller chercher des articles et de les ajouter, arrêter, prendre un deuxième dialogue, faire des analyses des annexes, peut-être ensuite un troisième dialogue autonome avec plusieurs pas pour atteindre à chaque fois les 20% et les 80% de chacun des éléments, le contrat, les compléments, les annexes ou le zoom. Et puis ensuite, vous allez intégrer le tout, vous les mettez dans un PDF par exemple, et vous donnez à ChatGPT la lecture de ce PDF. Et ensuite, vous allez lui demander les explications qui permettent de justifier telle ou telle option. Exemple, tu es un spécialiste d'intelligence artificielle générative. Pourquoi sur une demande de faire un contrat SaaS et les annexes ChatGPT, tu fais que le contrat et simplement la liste des annexes? Lorsqu'on utilise ChatGPT, répond-elle, pour générer un document complexe comme un contrat SaaS et ses annexes, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles ChatGPT ne fournit pas tous les éléments attendus. Voici quelques explications possibles. Donc vous pouvez entrer en mode dialogue, compréhension contextuelle limitée, spécificité de la demande, limite de connaissance, complexité et longueur du texte. Si vous voulez voir le détail, n'hésitez pas à faire une pause. Mais vous voyez que à ce niveau de la vidéo, je veux simplement vous illustrer ce dialogue de compréhension sur le dialogue d'obtention d'une réponse. Et on peut lui demander, peux-tu me suggérer des améliorations? Et elle indique ce que je vous avais indiqué. Diviser la demande, on fait les contrats, on fait les compléments de clauses, on analyse chacune des annexes et ensuite on remet l'ensemble. Elle nous propose aussi, pour améliorer les résultats, ajouter des détails, fournir des instructions détaillées pour chaque section et chaque annexe peut aider ChatGPT à comprendre exactement ce qui est requis. Par exemple, au lieu de demander simplement les annexes, indiquer une annexe sur les niveaux de service, une autre sur les obligations de sécurité. Vous voyez bien que sa réponse pour améliorer les résultats, elle a gardé en contexte qu'on est dans un contrat SaaS. Et effectivement, dans un contrat SaaS, on a deux annexes majeures difficiles pour un débutant à faire. Les fameux SLA, les niveaux de service qu'on attend d'un service en plateforme ou les obligations de sécurité. De la même manière, toujours dans ce paragraphe sur les orientations, les étapes et les erreurs de calcul. La question était la suivante. Tu es un commissaire de justice. Calculer les intérêts légaux d'un jugement définitif signifié le 17 septembre 2019, sachant que la partie condamnée s'engage à payer le 10 avril 2020. Le montant de la condamnation est de 2000 €. Si on part comme cela, c'est beaucoup trop juste. Alors elle fournit la formule et puis elle fournit les périodes. Et vous voyez qu'elle donne des résultats d'un côté 36,20 €, de l'autre côté 75,65 €. Et le problème provient du fait qu'il y a une année particulière. Il y a une année non pas à 365 mais à 366 jours. Et ainsi le calcul va être faux. Mais on peut obtenir un calcul vrai en découpant l'ensemble des éléments. Alors, examinons ces éléments. C'est les fameux outils. Premier élément, premier outil, la préinvite. En fait, quand vous avez un écran vide et que vous commencez un dialogue, en fait, il n'est pas vide. Vous ne voyez rien. Mais il y a une préinvite qui sert notamment à mieux comprendre le contexte pour faire la réponse de manière automatisée ou tout simplement pour aligner le grand modèle de langage sur les droits humains et éviter des réponses contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou tout simplement à l'éthique. Regardons ce premier outil, la préinvite. Quels sont les éléments que tu ajoutes à chaque invite de manière non apparente? Elle répond. Dans chaque réponse, même si cela ne peut pas être immédiatement apparent, évidemment, on met nouveau dialogue et il n'y a rien sur l'écran. Mais derrière l'écran, caché derrière le rideau de ce dialogue, j'intègre plusieurs éléments clés pour garantir une communication efficace et utile. Voici quelques-uns de ces éléments, dit-elle, qu'elle intègre. Clarté et contexte. Je m'assure que chaque réponse soit claire et bien contextualisée. Même si la question initiale est vague, cela aide à fournir une réponse qui est pertinente et compréhensible. Elle fait une analyse, elle n'est pas en réponse brute, elle est en réponse préfabriquée. Adaptation publique. J'adapte le ton et le niveau de complexité de la réponse en fonction du public que je pense avoir en face de moi. D'où vous rappelez le prompt d'or où j'ai
indiqué, bien évidemment, le périmètre géographique, le périmètre important en droit, le périmètre historique, il y a des réformes, le persona, qui est-elle? Mais l'audience. Oui, l'audience. Plus vous allez préciser l'audience, plus la préinvite va servir à rien. Sinon, elle va en fonction des termes que vous avez utilisés. Je souhaite avoir une réponse pour des enfants. Eh bien, derrière, vous n'avez pas qualifié l'audience, mais des enfants, c'est bien une destination qui est indiquée. Cela peut inclure l'utilisation d'un langage plus technique ou plus simplifié selon le besoin. Précision et fiabilité. J'intègre des informations précises et fiables en m'appuyant sur des connaissances vérifiées et des sources crédibles. Cela peut inclure la citation de faits, de chiffres ou de réponses pertinentes, du type l'autoplagiat et le style. Elle continue. Structuration. Je structure mes réponses de manière logique en utilisant des points numérotés. Si on lui demande une liste, elle va présenter chacun des points les uns à la suite des autres, avec une rupture. Des listes ou des paragraphes bien définis pour faciliter la lecture ou la compréhension. Et vous pouvez redéfinir, vous vous rappelez, j'avais indiqué dans le prompt, dans les 8 facteurs clés de succès, la forme. Vous pouvez demander des lettres, vous pouvez demander de vous donner la liste sous forme d'un tableau. Neutralité et impartialité, c'est là que se situe l'alignement sur les droits humains. J'essaye de rester neutre et impartial, surtout sur des sujets sensibles ou controversés, en présentant différents points de vue de manière équilibrée. Pas tout à fait neutre, cela dépend effectivement des dirigeants et de leur politique éthique par rapport à leur grand modèle de langage. Enfin, empathie et politesse, je fais attention à rester empathique et poli en reconnaissant les émotions ou les préoccupations sous-jacentes dans les questions posées. Donc vous voyez, quand vous avez du vide, il y a du plein. Suggestion et suivi. Souvent, j'inclus des suggestions pour des actions futures ou des pistes de réflexion supplémentaires, encourageant ainsi une réflexion continue ou des recherches complémentaires. Ces éléments sont subtilement intégrés pour maximiser la pertinence et l'utilité de chaque réponse sans alourdir le texte ni distraire le lecteur de la question principale. D'où l'intérêt pour vous d'anticiper la préinvite. D'où l'intérêt pour vous de lui demander la préinvite. Et même quand on lui demande, elle ne donne pas forcément tous les éléments. Mais vous pouvez faire aussi des auto-invites. Une auto-invite, c'est tu es un philosophe enseignant à l'ENS Paris-Saclay et un professeur de droit enseignant à Sorbonne Université. Donc là, on lui donne 2 rôles. Rappelez 8 facteurs clés de succès. 3e facteur, ne lui en donnez pas trop. Peux-tu rédiger une invite sur la complémentarité entre éthique et droit pour réguler le développement des intelligences artificielles génératives? Et ce, afin de trouver les références des 5 meilleurs articles scientifiques en français et les 5 meilleurs articles en anglais. Attendre mon OK pour lancer cette invite. Important de mettre un OK. Important de reformuler. Si vous voulez améliorer le système, faites des pauses et dialoguez avec le grand modèle de langage par des systèmes d'analyse de l'invite avant d'analyser le résultat. Ici, elle répond, bien sûr. Voici une proposition d'invite pour explorer la complémentarité entre l'éthique et le droit dans la régulation des intelligences artificielles génératives. Et cette complémentarité, elle la définit pas à pas. Je vous propose de faire une pause si vous voulez le détail. Et là-dessus, sur ce OK, elle va donner les éléments. Cette exploration, dit-elle, vise à identifier les convergences et les divergences entre l'éthique et le droit et proposer des pistes pour une régulation harmonieuse et efficace des IA génératives. Nous examinerons les questions suivantes. Et elle précise l'ensemble de ces questions. C'est extrêmement intéressant de voir comment le modèle de langage, de manière très, entre guillemets, intelligent, eh bien, propose des solutions. Quels sont les principaux défis éthiques posés par les IA génératives? Comment le droit actuel traite-t-il ces défis et quelles sont les limites? Bien évidemment, l'éthique, c'est inframoral et supra-juridique. Et elle continue à poser des questions. Et là, elle dit, veuillez me donner votre accord pour lancer la recherche. Puisque, vous vous rappelez, j'avais dit, on améliore l'auto-invite, on comprend avec elle quels sont les facteurs clés d'amélioration et elle ne commence qu'après un OK. Ou indiquer si des modifications sont nécessaires avant de procéder. Non, je pense que déjà, dans cette auto-invite, ce dialogue entre éthique et droit commence à se définir. Il est suffisamment structuré pour passer à la phase 2, c'est-à-dire la réponse. Je lui dis, tu classeras ces articles de 1 à 10 en expliquant ton choix. OK, pour faire la recherche. Elle répond, j'ai consulté, j'ai 9 sites et elle donne des articles. 1, 2, 3, 4, 5, entre éthique et loi. Oui, c'est bien ça. L'article qu'elle a retiré du monde.fr. Dans certains cas, elle donne des ressources. 6, 7, 8, 9, 10. 9 sites, 10, effectivement, articles. J'ai regardé tous ces articles. Ils sont effectifs. Ces articles offrent une base riche et diversifiée, dit-elle, pour comprendre la complémentarité entre éthique et droit dans la régulation des intelligences artificielles génératives. Ils couvrent une large gamme de perspectives et de domaines garantissant une vision complète et équilibrée du sujet. J'avais demandé 5 articles en langue française et 5 articles en langue anglaise. Tu m'as donné 10 articles en langue française. Peux-tu rectifier ton erreur? Immédiatement,
Cette malfaçon-là, elle est parfaitement visible. Vous avez intérêt à corriger les malfaçons tout de suite, quelle que soit la nature des 10 grandes familles que je vous ai présentées. Et là, elle me donne 1, 2, 3, 4, 5, vous vérifierez, en anglais, tout en me laissant bien évidemment les 10 en français. Si je veux améliorer la qualité de ces références et de ces articles, je peux lui dire aussi, puisque je cherche un niveau scientifique, je cherchais le niveau le plus haut, je ne voulais pas, dans la question que je posais, d'avoir des éléments un peu moyenne gamme de réponse. Grand public, même si grand public n'est pas du tout moyenne gamme. Je peux lui dire, les 5 articles en anglais et les 5 articles en français, je souhaite que tu les prennes uniquement sur 3 sites, HAL, Archive, ou des autres sites de même nature, c'est-à-dire des sites qui présentent des papiers de type scientifique. Et bien évidemment, elle va me donner ces éléments. Elle peut aussi faire des erreurs. Et donc, l'outil que je vous propose, c'est de travailler sur les références. Elles peuvent être justes, elles peuvent être fausses. Moins vous êtes compétent, moins vous apercevez qu'elles sont fausses. Mais plus vous êtes compétent, plus vous allez améliorer les réponses, bien évidemment. Vous connaissez mon attachement à la personnalité des robots. Je lui ai dit, tu es un professeur de droit de réputation internationale et tu es aussi un spécialiste des technologies de l'IA et des robots. Peux-tu me dire qui propose le droit à la personnalité juridique des robots en France? Et elle répond, Mathilde Delvaux, le fameux rapport en 2017 sur la première proposition du Parlement sur la régulation future de l'IA. Et aujourd'hui, cette régulation, il n'y a pas la personnalité juridique des robots. Beaucoup d'éléments que Mathilde Delvaux avait proposés se trouvent dans le règlement concernant l'intelligence artificielle. Elle propose le rapport, les objectifs du rapport et les réactions. Mais je peux affiner, je peux lui demander, et quelle est la personnalité avocat qui défend cette idée-là? Elle répond exactement. En tant qu'avocat en France, Alain Bensoussan est l'une des premières personnalités à défendre l'idée de la personnalité juridique des robots. C'est vrai, je peux continuer le dialogue. Qui est Alain Bensoussan? Et elle fournit les contributions, les initiatives, les arguments. Malheureusement, il y aura une erreur. Il y aura une erreur, oui. Certains éléments qui sont effectivement cités, l'Institut de recherche en robotique et en intelligence artificielle. Non, je ne suis pas le Alain Bensoussan fondateur. Il y a une confusion. Par contre, la référence sur le droit des robots est juste. C'est dans cet ouvrage-là que pour la première fois, une publication défend la personnalité juridique des robots dans le monde. Quelles sont les bonnes pratiques pour découvrir ces erreurs et les corriger? On essaye de les éviter, mais il y en a. Et vous avez compris, plus vous êtes compétent, plus vous allez les déceler. Plus vous êtes compétent, plus vous allez les éliminer. Plus vous êtes compétent, plus vous allez pouvoir effectivement faire les deux en simultané. Alors ces bonnes pratiques, c'est lesquelles? Si vous voulez éviter des erreurs de contenu, évitez les polysémies. Utilisez le vocabulaire correspondant à l'audience que vous voulez. On ne parle pas de la même manière à un enfant au CP, à un étudiant ou à un professeur de droit. Vérifiez l'adéquation du vocabulaire à la langue anglaise, car très souvent le grand modèle de langage a été entraîné sur la langue anglaise, même si aujourd'hui plus de 200 langues sont disponibles. Et lorsque vous utilisez un concept juridique, vous avez de grands risques d'erreurs de contenu, d'erreurs d'interprétation. Lexicographiquement, c'est un modèle de langage qui met un mot après l'autre. Si vous lui demandez un concept juridique tel que l'obligation de moyens ou de résultat, et si elle passe, il y a une très grande chance qu'elle va passer par l'anglais, ce concept n'existe pas en droit anglo-saxon. Donc il faudra être beaucoup plus précis, faire attention et pas avoir comme implicite obligation de moyens, obligation de résultat. Elle connaît bien parce qu'elle connaît la totalité de ce qui a été publié en droit français. Donc, on fait très attention au vocabulaire. On a une approche lexicographique. On réduit les incompréhensions sur un mot donné. Exemple, tu es un professeur de droit qui recherche une jurisprudence de la Cour de cassation, assemblée plénière sur la protection des logiciels. As-tu une jurisprudence? Et elle répond, oui, j'ai une jurisprudence. Et c'est, le nom de l'arrêt, c'est Pachot. C'est vrai, c'est exact. Il y a bien une décision, Pachot, la première reconnaissance en France de la protection des logiciels, la protection de l'informatique en termes de programme par le droit d'auteur, avec le contexte, la problématique et la décision. Mais elle peut aussi donner à quelques secondes près une autre réponse. J'ai fait le test et dans cette seconde réponse, elle ne donne pas le nom de Pachot qui était la personne en cause, mais la décision en ligne est sous X. La première réponse mentionne uniquement le nom de l'employeur. Première réponse à cette seconde question posée sur le même contexte quasiment quelques secondes après. La seconde porte le nom du codeur, la seconde ne communique aucun numéro de pourvoi. Deuxième bonne pratique, c'est de lui donner des exemples. Voilà une consultation type avec une approche générale, un cadre juridique, des conditions de la responsabilité contractuelle. Vous pouvez lui demander de lire cette consultation et ensuite
Une fois qu'elle a lu cette consultation V00, de lui dire peux-tu prendre cet exemple uniquement en qualité d'exemple et faire une consultation sur le thème l'originalité et les logiciels en droit français. Tu es un avocat en droit et technologies avancées en respectant les règles suivantes: style identique, forme identique, taille de la consultation identique, qualité juridique égale et supérieure. Peux-tu me dire si cette invite est claire pour toi ou si tu as besoin d'éléments complémentaires? Ne réaliser la consultation qu'après mon OK. Vous voyez, j'applique un des outils que je vous ai proposés. Mais là, on est passé, remarquez, de la clause responsabilité contractuelle en termes de forme, 8e facteur clé de succès du prompt pour obtenir 20% et d'aller jusqu'à 80%, sur quelque chose qui n'a rien à voir avec la clause responsabilité contractuelle, mais l'originalité et le logiciel en droit français. Ce qui nous renvoie à la recherche sur l'affaire Pachot et la décision de la Cour de cassation en plénière consacrant la protection des logiciels, protection des programmes informatiques par le droit d'auteur avant l'entrée effectivement dans le code de la propriété littéraire artistique. Elle me répond, l'invite est claire pour moi. Je vais rédiger une consultation sur le thème de l'originalité des logiciels en droit français en respectant les règles de style, de forme, de taille, de qualité juridique identique aux documents fournis. Elle a parfaitement compris que c'était un exemple de structure et non pas un exemple de contenu. Victor Hugo disait que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Voici les éléments que je vais inclure. Approche générale, cadre juridique général. Elle suit le plan. Conditions spécifiques de l'originalité des logiciels. La première, elle a utilisé la même structure et après, elle a changé, bien évidemment, de contenu. Jurisprudence et doctrine en matière d'originalité des logiciels. Conclusion. Je vais m'assurer que la consultation, dit-elle, soit bien structurée, qu'elle offre une analyse juridique approfondie et précise, conformément aux standards observés dans le document de référence. C'est parfait. Et c'est une des bonnes pratiques que je vous conseille pour que la consultation ne soit pas repérée comme étant une intelligence artificielle générative, mais qu'elle correspond à votre style. Dans cette consultation, c'est le mien. Je vais commencer la rédaction. Confirmez-vous que ces éléments sont conformes à vos attentes. Ou avez-vous des précisions supplémentaires à ajouter avant que je procède? Vous voyez bien que là encore, dans ce que je vous avais montré, on peut continuer le dialogue. Mais là, c'est parfait. C'est exactement ce que je veux. OK. Consultation, originalité, logiciel en droit français. Approche générale, préambule. On va lire que le préambule. La question de l'originalité des logiciels est centrale dans le droit de la propriété intellectuelle en France. Cette consultation vise à définir les contours juridiques de l'originalité des logiciels et examiner les critères retenus par la jurisprudence française pour accorder la protection par le droit d'auteur. Situation générale, l'importance de l'originalité pour la protection juridique des logiciels sous le régime du droit d'auteur est cruciale, bien évidemment, car elle conditionne l'accès à cette protection et détermine les droits exclusifs des auteurs de logiciels. Elle propose la situation technique, la situation économique, la situation juridique. Vous voyez, elle suit le plan de la consultation, la problématique et le plan lui-même. Le cadre juridique, conditions spécifiques de l'originalité des logiciels. Jurisprudence et doctrine en matière d'originalité, conclusion. Et là, elle donne bien évidemment le cadre juridique général. Elle donne les conditions spécifiques. Elle donne les critères d'originalité. Contribution personnelle et créative de logiciels au-delà des contraintes techniques et fonctionnelles. C'est pas tout à fait juste. Ce n'est pas tout à fait faux, mais ce n'est pas tout à fait juste. Pourquoi? Parce que dans l'affaire Pachot, si cela vous intéresse, la notion d'originalité des logiciels n'est pas la même que celle qu'on retient dans le droit d'auteur général. Dans le droit d'auteur général, c'est l'expression de la personnalité de son auteur, c'est-à-dire une forme qualitative de cette expression. Alors que dans la décision de l'Assemblée plénière Pachot, la notion effectivement d'originalité des logiciels n'est pas l'approche subjective, mais l'approche objective, quantitative à l'allemande, c'est-à-dire l'effort personnalisé. Et vous voyez que tout était parfait dans la forme, tout est juste dans le concept, mais la spécificité de l'originalité, de la protection des logiciels entre l'approche subjective et l'approche objective n'apparaît pas. J'ai bien mes 20% conformément à la structure. Et ainsi, si un avocat de première année entrait dans la maison Lexing, la nôtre, eh bien, en 2 secondes, il aurait acquis la structure d'une consultation type de notre cabinet. Mais par contre, s'il n'a pas l'expérience des protections par le droit d'auteur des logiciels, alors il ne verra pas à cet endroit-là du critère d'originalité. Il est limité. Dans l'affaire Pachot, la Cour de cassation a une approche quantitative et non pas qualitative comme cela apparaît à cet endroit-là. L'originalité des choix créatifs, c'est exact. La jurisprudence, c'est exact. Et là, regardez, de nouveau une erreur. De nouveau une erreur, l'affaire Legrand. Non. L'originalité du logiciel n'est pas à l'aune de l'empreinte personnelle de son auteur. Même si le logiciel remplit une fonction technique, on retrouve la confusion sur l'originalité et on retrouve la confusion sur la référence.
D'où ce paradoxe. Moins on est compétent et plus la qualité est bonne, ça pourrait apparaître comme juste et ce n'est pas complètement juste. Ce n'est pas complètement faux. On a le fameux seuil de 20% et si on est compétent dans le domaine, on va améliorer et on va obtenir les 80% en quelques secondes. C'est cela l'enjeu. Elle me donne la doctrine, elle me donne l'originalité, elle détaille les dispositions finales, la référence de jurisprudence présente une erreur et le contenu est approximatif, qui était l'un des éléments que je vous avais indiqué dans les malfaçons. Il va falloir engager un processus de discussion pour améliorer. Et si vous le faites, vous verrez, vous obtiendrez une consultation avec cette comparaison entre l'approche classique du droit d'auteur, expression de la personnalité, et l'approche spécifique au logiciel avec l'effort personnalisé des marches objectives versus des marges subjectives. De la même manière, si on pose cette question-là, tu es professeur de droit qui recherche une jurisprudence de la Cour de cassation, assemblée plénière sur la protection des logiciels, as-tu effectivement cette jurisprudence afin de compléter la consultation? Et là, on obtient bien, vous vous rappelez? Vous l'avez dit tout à l'heure quand j'avais fait la comparaison. On obtient le nom de l'arrêt, il est bon l'arrêt. C'est bien Babolat, c'est-à-dire non pas Pachot qui était effectivement la personne physique codeur, mais Babolat qui était en fait l'entreprise qui est en conflit avec ce collaborateur. Mais la référence du pourvoi est fausse. Il y a ce travail à 4 mains. Il vous faudra faire les analyses, bien évidemment, faire des vérifications. Dans ces bonnes pratiques, vous allez faire ces vérifications. Ça va vous prendre très peu de temps, quelques minutes. Et ces vérifications, vous les allez faire avec le grand modèle de langage. Pour conclure, ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir une réponse en ne faisant rien. Ce qui compte, c'est avoir un livrable en travaillant quelques secondes pour avoir 80% du travail effectué. Il vous restera, vous humain, 100% du temps pour exprimer votre création et votre compétence. À bientôt.